Aujourd'hui, et comme tous les jours, j'ai des poils sous les aisselles. Et ça repousse. Peut-être pour ça que c'est repoussant. Si vous vous arrêtez à mes aisselles pour regarder ou non mon vidéo, vous êtes vraiment crétin. Pour le reste, aujourd'hui, comme c'est la rentrée, on va reprendre un bon vieux roman de Derrière les familles, un roman que j'ai beaucoup enseigné quand j'enseignais encore à l'université, que j'avais eu moi-même au programme de l'agrégation et qui s'intitule Le Rouge et le Noir de Stendhal. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas parlé du rouge, déjà parce que en fait cette année encore je n'enseigne pas, mais ma solidarité avec les enseignants de tout niveau, comme avec les élèves et les étudiants et étudiantes, est entière. Et ça, il y a quand même un effet rentré, même quand on ne littéralement rentre pas ou qu'on ne sort pas, enfin qu'on est là comme ça. Je le dis tout de suite parce que je sais qu'après je vais oublier. C'est notamment parce qu'on en a discuté avec les autrices Un livre, une tasse de thé de Pour en finir avec la passion, l'abus en littérature, Sarah Delal et Elodie Pinal, donc elle que j'ai rencontrée en vrai, et Marie-Pierre Taché que j'ai rencontrée en podcast. Alors c'est elles qui m'ont interviewée. J'espère qu'elles pourront venir d'une façon ou d'une autre à un moment sur la chaîne, on espère. C'est chez Amsterdam, ça vient de sortir à peu près en même temps que mon essai. J'ai pas tout à fait la même lecture, mais justement on en avait parlé à la librairie du moment, de toute façon on va spoiler, divulgation autant qu'on peut, de la tentative de féminicide de Julien Sorel sur la personne de Madame de Rênal, hein, comme ça voilà, ça y est, c'est dit. Mais ça, voilà, c'est un livre qui est quand même très intéressant à lire, et notamment voilà, pour cette question de l'abus, de la relation toxique que l'on appelle passion. Avec cela que j'avais entendu ou lu, je ne sais plus, chez Queer Chrétienne, que la passion elle est bien addictive parce qu'elle est très intense. Et également, donc, comme le montrent les autrices ici, la passion c'est aussi ce qui va amener, conduire à une romantisation des violences, entre autres choses. Moi, je m'intéresse au rouge et le noir. Ici, j'ai déjà fait des vidéos sur le rouge et le noir, notamment une sur la narration. Mais il me semble que j'y avais dit, en tout cas, j'espère que j'y ai dit parce que ça fait longtemps, que le chapitre consacré à cette tentative de féminicide, justement, ne présente pas un narrateur aussi, on va dire, intrusif, invasif, que dans le reste du roman. Donc je vous renvoie à la vidéo sur la narration. Maintenant, on va être sur un seul chapitre, 65 si je ne me trompe pas, Un orage. Alors j'ai laissé mon exemplaire à Bordeaux, et je ne suis pas à Bordeaux, donc je n'ai pas ici de version d'exemplaire papier, où je ne l'ai pas retrouvé parce que c'est ça les déménagements. Je vais certainement pas acheter un exemplaire juste pour ça, surtout qu'en fait j'en ai déjà 3 ou 4 des exemplaires du rouge. C'est juste que là j'en ai aucun sous la main. Donc j'ai imprimé le chapitre, de toute façon c'est exactement ça que je vous mets en titre. Moi j'utilise souvent une vieille édition Folio Classique qui n'existe plus, mais c'est dommage parce qu'il y avait quand même des textes en plus pas mal, mais qui avaient incorporé les marginalia de Stendhal sans trop le préciser, et ça c'est quand même voilà, une erreur. Donc voilà, j'ai quand même, je connais surtout une version qui est pas la version la plus orthodoxe du rouge, mais enfin ce sont des détails, hein, le plus souvent les marginalia de Stendhal. Et en tout cas, ce que je perds avec l'impression PDF de Wikisource, donc qui est d'une édition, je crois que c'est l'édition Connard, pardon, on le voit ma dyslexie. Ce que je perds, c'est les titres courants. Ce qu'on appelle les titres courants, ce sont les titres en haut de page, qui n'existent pas ici. Alors je vais aller vite sur le début, parce que moi c'est vraiment le moment du féminicide qui va m'intéresser, enfin de cette tentative de féminicide. Un orage, épigraphe, mon Dieu, donnez-moi la médiocrité. Je fais quelques remarques tout de suite. L'épigraphe, c'est vraiment une grande mode romantique. Donc là, on est sur un geste d'inscription contemporaine. Hein. C'est un peu comme porter le t-shirt de son groupe hein, à ce niveau-là. Et avec cette allusion encore à une grande figure révolutionnaire. Ça, c'est quand même assez courant dans le rouge et le noir. On se rappelle que les épigraphes sont plus souvent apocryphes, voire complètement inventé par Stendhal. Ça dépend des cas. Et à la fin, il n'y en a plus, probablement parce qu'il avait la flemme.
mais peut-être aussi, on peut y voir aussi le signe d'une forme d'autonomie du lecteur. En tout cas, le lecteur est laissé à lui-même et ça le force à être autonome, quand bien même il ne voudrait pas. Et on peut noter ici tout le paradoxe qu'il y a à réclamer à Dieu la médiocrité, c'est-à-dire finalement l'inverse du sublime et du divin. Et de ce qu'il y a de toute façon comme paradoxe à réclamer de la médiocrité, ce qui nous annonce évidemment par antiphrase que de la médiocrité, il n'y en a pas et il n'en sera pas question, et qu'il n'y aura pas ici de voie moyenne, mais tout va se faire en intensité. Toxique ou pas, je vous renvoie à l'ouvrage pour en finir avec la passion. S'agit-il ici d'en finir avec la passion? S'agit-il de passion? Eh bien moi, je vais avoir un point d'interrogation plus ouvert. Son âme était absorbée, il ne répondait qu'à demi à la vive tendresse qu'elle lui témoignait. Il s'agit ici de Julien et de Mathilde. Il restait silencieux et sombre, jamais il n'avait paru si grand, si adorable aux yeux de Mathilde. On note toutes les marques d'intensité ici, l'adverbe si, mais aussi le fait de répéter ou d'avoir un adverbe aussi totalisant que jamais. Elle redoutait quelques subtilités de son orgueil qui viendraient déranger toute la position. On se rappelle, l'orgueil, c'est vraiment le grand vecteur de la faute tragique de l'Amartya dans le théâtre antique, puis dans le théâtre classique. On est en plein dedans. Presque tous les matins, elle voyait l'abbé Pirard arriver à l'hôtel. Par lui, Julien ne pouvait-il pas avoir pénétré quelque chose des intentions de son père ? Le marquis lui-même, dans un moment de caprice, ne pouvait-il pas lui avoir écrit ? Après un aussi grand bonheur, comment expliquer l'air sévère de Julien? Elle n'osa l'interroger. Et là, on voit qu'il y a bien une relation, comme on dit, toxique. Moi, c'est pas forcément le vocabulaire que j'aime, en tout cas fortement symétrique et fondée sur ce qu'on peut appeler une forme de dépendance affective. Si on est dans des projections psychologisantes, c'est une lecture qui est possible et légitime, mais en tout cas qui va être fondamentalement asymétrique, et de cette asymétrie naît aussi quelque chose de l'ordre de la précipitation de la péripétie. C'est-à-dire que c'est aussi annonciateur du fait qu'il y a un déséquilibre. Et de ce déséquilibre surgissent des actions en cascade. Alors pour le roman, c'est génial, il se passe des trucs. Pour la vie, je vous laisse juge, après on n'a pas... on peut aimer le drama ou pas, moi j'aime bien le confort. Mais voilà, c'est là où les choses vont se montrer, et donc ce qui est vraiment ici manifesté, c'est c'est cette question d'orgueil de Julien, ces aspects très changeants et très intenses, et également quelque chose de l'ordre de l'illisibilité du personnage pour cet autre personnage. Mais ça va être une illisibilité, une imperméabilité plus grande. Et ça c'est intéressant. Paragraphe suivant. Elle n'osa, elle, Mathilde. Il y eut de ce moment dans son sentiment pour Julien du vague, de l'imprévu, presque de la terreur. Là, c'est le narrateur qui parle. Et on est dans un narrateur qui va être quand même présent, bien perceptible, pas seulement par ce que Marie Parmentier appelle un narrateur manifeste, pas seulement parce qu'il s'agit d'organiser le récit, mais véritablement là de le commenter, de commenter ce sentiment, ou voilà, ce sentiment absent, qui entraîne une absence d'action de la part de Mathilde, en italique, avec de l'ironie, mais ici plutôt de l'intensité dans cette italique. Et il s'agit donc bien de montrer la divergence croissante des deux personnages, la symétrie, ce que cela va entraîner pour la jeune femme, ou la femme jeune, dans son sentiment pour Julien. Ça, c'est beau, dans son sentiment pour Julien. Vague, imprévu, presque de la terreur, on va avoir un rythme ternaire, mais aussi avec une croissance du volume des différents groupes, qui amène aussi quelque chose qui est, alors pas exactement une épanorthose, mais une modalisation, avec le presque, pour un terme qui est lui-même le substantif très fort de la terreur. Vague, imprévu, terreur. Donc vague et imprévu sont plus ou moins temporels, ou de l'ordre des projections plus ou moins possibles, mais
dans la terreur, on va avoir une conséquence finalement de cette impossibilité à se projeter qui peut amener quelque chose finalement d'assez inquiétant évidemment, quand bien même la chose est modalisée, et qui montre à quel point le personnage féminin est ici aux prises d'entre les griffes de ce personnage masculin lui-même impénétrable. Donc la symétrie entre les personnages, elle se joue comme ça. Cette âme sèche, ici ça reprend Mathilde, sentit de la passion tout ce qui en est possible dans un être à lever au milieu de cet excès de civilisation que Paris admire. Donc en fait, on rappelle, Mathilde ne peut pas réellement être amoureuse vu le milieu d'où elle vient et à quel point elle est dans un amour de tête et non pas dans l'amour véritable. Amour de tête, c'est un amour orgueilleux, qui est un amour, elle se pique d'être amoureuse plus qu'elle n'est amoureuse. Et tout ça, c'est quelque chose qui est mis en place tout au long du roman, avec des chapitres comme quelle est la décoration qui distingue, etc. Et elle est donc dans cet excès de civilisation, c'est-à-dire on a quelque chose qui va être extrêmement superficiel bien sûr, mais surtout artificiel dans la vie parisienne et qui donc se manifeste ici très clairement par cette sécheresse de sentiments. Et on se rappelle que le narrateur avait pu interpeller, soit on s'en rappelle pas, je ferai un extrait, vous me mettez des commentaires. Ce que j'aime vraiment bien ce roman, et en plus je me rends compte que je ne l'ai pas relu depuis longtemps, et donc c'est intéressant de le redécouvrir là, plus en long. De sécheresse, les âmes froides, donc des jeunes filles parfaitement éduquées, parfaitement civilisées, et qui ne seraient donc pas naturelles, mais qui n'en éprouveraient pas moins d'intenses sentiments, d'intenses passions. Le lendemain de grand matin, Julien était au presbytère de l'abbé Pirard. Des chevaux de poste, ce sont des chevaux qui sont loués, arrivaient dans la cour avec une chaise délabrée louée à la poste voisine. La chaise, évidemment, c'est un genre... Alors, c'est pas un fiacre, parce qu'un fiacre, c'est comme un taxi, en fait, à l'époque, mais avec des chevaux. Il n'y a pas beaucoup de moteurs, vraiment, en 1830. Mais ici, donc, plutôt... voilà, c'est ce qu'on appellerait une diligence, quoi, sinon. Mais là, en fait, c'est un véhicule de location, en vrai. Une hippomobile. Un tel équipage n'est plus de saison, lui dit le sévère abbé d'un air rechigné. Voici 20 000 francs dont monsieur de la Mole vous fait cadeau. Il vous engage à les dépenser dans l'année, mais en tâchant de vous donner le moins de ridicule possible. Alors, je le rappelle, Mathilde est enceinte. Et donc, ils vont se marier. Et donc, ça y est, Julien a réussi. Est-il heureux ? Pas tant que ça. Et que se passe-t-il finalement si on parle en termes, on va dire, un peu féministes ? Par rapport à Mathilde, eh bien, elle est enceinte, elle est mariée, elle est perdue s'il ne l'épouse pas. Et donc, elle est complètement sienne. Elle ne représente donc plus un enjeu pour le personnage. Elle est plus intéressante, elle ne suscite plus rien ni plus grand-chose pour lui, ou à ses yeux ou à son cœur. Peut-être qu'on suscite plus son cœur. Mais ceci surtout s'ajoute finalement que Mathilde était aussi l'emblème d'une ascension sociale qui elle aussi s'achève et est finie. Dans une somme aussi forte jetée à un jeune homme, le prêtre ne voyait qu'une occasion de pécher, façon de dire qu'il n'est pas d'accord et qu'il désapprouve totalement une telle dépense ou un tel don, mais qui est très nobiliaire. Là, on est aussi sur des distinction de classe sociale très nette dans le rapport à l'argent. Le marquis ajoute « Monsieur Julien de Lavernay, ce qui est le nouveau nom de Julien Sorel, aura reçu cet argent de son père, qu'il est inutile de désigner autrement. Donc on lui invente une ascendance nobiliaire, parce que ce mariage que Mathilde souhaite, que Julien veut aussi, mais on voit qu'il ne le procure pas un grand amour. Du plaisir peut-être, de l'orgueil certainement, mais de l'amour, c'est autre chose. Et donc on lui invente une ascendance nobiliaire pour justifier et légitimer ce mariage. Monsieur de Lavernay jugera peut-être convenable de faire un cadeau à monsieur Sorel, charpentier à Verrières, qui soigna son enfance.
Je pourrais me charger de cette partie de la commission, ajouta l'abbé. J'ai enfin déterminé M. de la Mole à transiger avec cet abbé de Frilair, si jésuite. Ça, c'est toute l'intrigue entre les jésuites et les jansénites. C'est vachement intéressant. Son crédit est décidément trop fort pour le nôtre. La reconnaissance implicite de votre haute naissance par cet homme qui gouverne Besançon sera une des conditions tacites de l'arrangement. Donc là, voilà, il faut qu'il y ait une espèce de concordance entre la noblesse et l'Église. Julien ne fut plus maître de son transport, il embrassa l'abbé, il se voyait reconnu. Donc on voit que la joie qui aurait pu aller à Mathilde va à l'abbé. Alors on se rappelle, l'abbé, c'est vraiment une figure paternelle pour Julien, mais enfin, Mathilde, qui aurait peut-être voulu être une figure paternelle pour lui, c'est plus ça. Hein. Fi donc, dit M. Pirard en le repoussant, que veut dire cette vanité mondaine? Quant à Sorel et à ses fils, je leur offrirai en mon nom une pension annuelle de 500 francs, qui leur sera payée à chacun tant que je serai content d'eux. Et ça, c'est une façon, par l'entremise de l'abbé, d'acheter tout le monde. Pour faire croire qu'en fait, Julien aurait été un enfant trouvé, ce qui était complètement son fantasme, alors qu'en fait, il est bien le fils de son père, mais on va faire croire qu'il est un enfant trouvé et l'enfant d'un grand noble. Donc ce qui est vraiment la réussite absolue et l'espèce de réalisation du roman familial tel que le décrit Marthe Robert dans Roman des origines et origines du roman. Julien était déjà froid et hautain. On se rappelle que c'est un personnage éminemment sympathique. Il remercia, mais en termes très vagues et n'engageant à rien. Et non, mais parce que s'engager, Julien... Serait-il bien possible, se disait-il, que je fusse le fils naturel de quelques grands seigneurs exilés dans nos montagnes par le terrible Napoléon, que Julien lit, on s'en rappelle. À chaque instant, cette idée lui semblait moins improbable. Ma haine pour mon père serait une preuve. Je ne serais plus un monstre. Et donc il y aurait finalement, dans l'ambition démesurée, orgueilleuse et déplacée, vu sa classe sociale, de Julien, peut-être, donc il y a eu la matière au fantasme du roman familial, et en fait, ce qui est un arrangement devient un peu une vérité pour Julien qui s'en persuade, parce que ça rencontre son fantasme et son ambition. Ça se télescope positivement. Peu de jours après ce monologue, le 15e régiment de hussards, l'un des plus brillants de l'armée, était en bataille sur la place d'armes de Strasbourg. Monsieur le chevalier de la Vernée montait le plus beau cheval de l'Alsace, qui lui avait coûté 6000 francs. Ça, c'est vraiment l'entrée, quoi, dans le monde des armées, là. L'armée, c'est la noblesse. Ça est descendant des chevaliers. Il était reçu lieutenant, sans jamais avoir été sous-lieutenant, que sur les contrôles d'un régiment dont il n'avait ouï parler. Parce qu'on lui invente aussi des faits d'armes. Et là, on se rappelle comment Julien, au début du roman, peut un peu défiler, mais est très heureux parce qu'il n'est pas tombé, alors que c'est juste un coup de bol. Rien n'est fait pour cela. Alors il a appris à monter au dernier chapitre, au chapitre précédent, et ça a été dur, et il était ridicule. Et c'est ça, Julien Sorel. C'est cette ambition d'avoir au moins cette apparence, de donner ces illusions d'une noblesse qui n'est pas la sienne, du toc. Ce qui montre aussi une certaine réversibilité des places sociales. Et c'est ça, un des grands scandales du Rouge. Il y en a beaucoup, notamment cette dimension monstrueuse et immorale de Julien, mais c'est aussi cette réversibilité, cette relativité des places sociales, qui ne sont donc pas fixes, alors qu'on est encore sous la Restauration. Alors, on passe sous la monarchie de Juillet, mais ça bouge. Son air impassible, ses yeux sévères et presque méchants, on se rappelle, presque la terreur, sa pâleur, avec son teint de jeune fille, son inaltérable sang-froid, commencèrent sa réputation dès le premier jour. Il fait un peu dandy, il fait un peu peur. Et on voit que même s'il a un air de jeune fille, Rosie, quand il rencontre Madame de Rênal au début du roman, là, ici, la virilité va se faire sur l'impassibilité, le contrôle de soi. Il ne peut pas changer sa corpulence. Et finalement, le jeune garçon ou le jeune homme de 1830 est plutôt fin, plutôt, même, voire féminin. Peu après, sa politesse parfaite et pleine de mesure, son adresse au pistolet et aux armes, qu'il fit connaître sans trop d'affectation, c'est-à-dire sans trop se la péter,
éloignèrent l'idée de plaisanter à haute voix sur son compte. Pourquoi? Mais parce qu'il est dangereux, puisqu'il est bon aux armes. Ça, ce sont les duels. Donc tout l'apprentissage de jeune homme bien mis pour paraître d'un jeune homme de la bonne noblesse de Julien, tout cet apprentissage porte ses fruits. Après 5 ou 6 jours d'hésitation, l'opinion publique du régiment se déclara en sa faveur, et donc il va commencer à avoir la cote. Et j'aime beaucoup l'opinion publique du régiment, qui est très relative, mais qui donne une température. Il y a tout dans ce jeune homme, disaient les vieux officiers, goguenards, moqueurs, excepté de la jeunesse. Et on se rappelle, Julien le monstrueux est toujours fait de ces paradoxes antithétiques qui font de lui un genre de chimère, ici le paradoxe d'un jeune homme sans jeunesse. Et d'une certaine façon, cette jeunesse, il ne peut pas l'avoir, puisqu'il arrive, pour ainsi dire, trop vieux, ou trop tard, dans un monde dans lequel il n'a plus de place, puisque c'est presque personne, et que Napoléon est déjà en exil ou déjà mort en 30. J'ai un doute. De Strasbourg, Julien écrivit à M. Chélan, l'ancien curé de Verrières, qui touchait maintenant aux bornes de l'extrême vieillesse. Vous aurez appris avec une joie dont je ne doute pas les événements. On se rappelle qu'il y a 2 accents aigus à événement pour ne pas confondre avec événement. Et ça, c'est juste parce que je suis pénible. Qui ont porté ma famille à m'enrichir. Voici 500 francs que je vous prie de distribuer sans bruit ni mention aucune de mon nom aux malheureux pauvres maintenant, comme je le fus autrefois, et que sans doute vous secourez, comme autrefois vous m'avez secouru. Julien était ivre d'ambition, et non pas de vanité. Toutefois, il donnait une grande part de son attention à l'apparence extérieure. Alors on va quand même garder un peu ça. On a ici une lettre qui montre que la boucle est bouclée, puisque, voilà, est toujours sous cette autre figure paternelle, qui complète celle de l'abbé Pirard, ici l'abbé Chélan, celui qui lui a appris le latin, pas très bien, mais enfin, qui s'est occupé de lui quand il était jeune homme. On voit ici que les choses se font et font de Julien quelque chose comme un personnage généreux qui sait reconnaître qu'il a atteint une certaine place, etc. On peut tout à fait relativiser quand même ce jugement très positif. On rappellera que son cheval a coûté 6 000 francs et qu'il en donne que 500. Donc il est généreux, mais enfin pas autant que pour lui-même. On notera la périphrase ou l'allusion élégante, les événements. C'est surtout un heureux événement. C'est-à-dire la grossesse de Mathilde, heureux événement surtout pour lui. Il a déshonoré une fille de la noblesse. Bien joué. On voit ici comment il s'agit finalement peu de vanité, mais bien d'ambition, même si ça en fait c'est un passage de transition. Mais il n'a pas besoin que son nom soit donné aux pauvres. C'est à l'abbé Chélan qu'il s'agit d'en mettre plein les yeux et de montrer que la boucle est bouclée. Les autres ne comptent pas. Ils sont là en figuration, mais ils ne sont pas le public visé. Voilà. Et on vous apprécie aussi la façon dont Stendhal incorpore d'autres documents, ici les lettres, à d'autres moments encore, coupures de journal, billets, textes, lettres, etc. Un peu régulièrement, on va avoir dans la même page une autre lettre. Julien était ivre d'ambition et non de vanité. Donc là, c'est ce qu'il veut, mais ce n'est donc pas... c'est qu'il veut parvenir, comme on dit, mais qu'il n'a pas forcément besoin de paraître. Il s'agit vraiment de parvenir. Toutefois, il donnait une grande part de son attention à l'apparence extérieure. Au moins comme un outil. Ça fait partie de son apprentissage. On se rappelle des 2 habits avec M. de Rênal. Ses chevaux, ses uniformes, les livrées de ses gens étaient tenus avec une correction qui aurait fait honneur à la ponctualité d'un grand seigneur anglais. C'est le modèle du dandy. On est en pleine anglomanie. C'est exactement ça que Stendhal rêvait d'être, qui n'a pas pu être. Il y a une part de moquerie et de projection de Stendhal dans le personnage. Et on
note aussi le rythme ternaire encore, chevaux uniformes, livrés de ces gens, rythme croissant, ça fait un effet d'amplification. À peine lieutenant, par faveur et depuis 2 jours, il calculait déjà, comme s'il était là, de façon légitime. Mais en tout cas, ce qu'il voit, c'est qu'il y a une opportunité, si ce n'est une occasion, un kairos à saisir. Donc en fait, il y a un nouveau roman à jouer pour Julien, qui a écrit, il y a quelques pages, au chapitre précédent, il me semble, mon roman est fini. En annonçant tout cela, c'est-à-dire finalement, c'était une façon d'annoncer qu'il était parvenu, c'est en fait un nouveau départ pour lui, un vrai départ. Il calculait déjà que pour commander en chef à 30 ans, au plus tard, comme tous les grands généraux, il fallait à 23 être plus que lieutenant. Parce qu'il y a des grades, il les compte. Il ne pensait qu'à la gloire et à son fils. Alors ça, bien sûr qu'il s'imagine un fils. Il n'y a personne qui veut de fille. Pas d'échographie, évidemment on ne sait pas. Mathilde risque pas de faire une amniosynthèse, ni l'analyse d'un karyotype pour savoir le sexe, donc anatomique bien sûr, du bébé. Mais là, on est dans l'ambition la plus complète. Et l'ambition, elle est virile à ce niveau-là, et elle est systématiquement ramenée aussi à la construction d'une virilité qui se projette donc dans une autre virilité, son fils, pas leur fils. On rappelle cette phrase prêtée à Napoléon, que la femme appartient à l'homme, à son mari, comme les fruits de l'arbre, et donc tous les produits de la femme aussi. Et donc la femme et ses produits, donc les enfants, etc., comme les arbres et ses fruits. C'est un peu triste. Bonjour, vous êtes content d'être un objet? Alors je voudrais pas être... la distinction végétal-animal, machin, elle est quand même pas simple. Mais enfin, on a bien compris que dans ce parallèle, il n'y a rien de positif. C'est ça. Quand on se fâche d'un parallèle, ça peut être qu'on est d'accord avec cette hiérarchie, bien sûr, mais c'est quand même d'abord parce qu'on sait que cette hiérarchie, elle est dévalorisante. Ce fut au milieu des transports, de l'ambition la plus effrénée, on se rappelle, ivre d'ambition, là on est dans des transports, donc on est sur un degré très haut, et là, il n'en peut plus, il est très heureux, qu'il fut surpris par un jeune valet de pied de l'hôtel de la Mole, qui arrivait en courrier. Et donc, hop, au plus haut, bim, nouvelle, parce que Stendhal a le sens du dramatique. « Tout est perdu !» lui écrivait Mathilde, ou entre guillemets nouvelle lettre. « Accourez le plus vite possible, sacrifiez tout, désertez s'il le faut. À peine arrivé, attendez-moi dans un fiacre près de la petite porte du jardin au numéro de la rue. » Là, ça va donner une impression de mystère, comme si les choses avaient été cachées. Elles ne le sont pas, c'est parce qu'il a eu la flemme, mais c'est l'effet mystère qui est intéressant. « J'irai vous parler. Peut-être pourrais-je vous introduire dans le jardin. Tout est perdu et je le crains. Sans ressources, c'est-à-dire sans possibilité de restaurer, de sauver. Comptez sur moi, vous me trouverez dévoué et ferme dans l'adversité. Je vous aime. » Et donc là, ça le fait pas. En quelques minutes, Julien obtint une permission du colonel et partit de Strasbourg à franc-étrier, à toute vitesse. Mais la phrase d'inquiétude qui le dévorait ne lui permit pas de continuer cette façon de voyager au-delà de Metz. Il se jeta, donc ça me parle de son effet, de ses sentiments, de son état, sans donner beaucoup de détails. Il se jeta dans une chaise de poste, et ce fut avec une rapidité presque incroyable, encore l'intensité, le drame, le théâtre et tout ça, qu'il arriva au lieu indiqué près de la petite porte du jardin de l'hôtel de la Mole. Cette porte s'ouvrit et à l'instant, Mathilde, oubliant tout respect humain, se précipita dans ses bras. On oublie, c'est une fille perdue, mais elle est censée sauver encore les apparences. Heureusement, il n'était que 5 heures du matin et la rue était encore déserte. « Tout est perdu, mon père !» Craignant mes larmes, est parti dans la nuit de jeudi. Pour où, personne ne le sait, voici sa lettre, lisez. Et elle monta dans le fiacre avec Julien, parce que le fiacre, ça leur permet de se dérober au regard. Et peut-être aussi aux oreilles. On rappelle, une femme bien n'est pas censée sortir seule ni sans chaperon, et une femme comme Mathilde n'est pas censée carrément marcher dans la rue.
Je pouvais tout pardonner, excepté le projet de vous séduire parce que vous êtes riche. Voilà, malheureuse fille, l'affreuse vérité. L'affreuse vérité. Je vous donne ma parole d'honneur que je ne consentirai jamais à un mariage avec cet homme. Je lui assure 10 000 livres de rente s'il veut vivre au loin, hors des frontières de France, ou mieux encore, en Amérique. Lisez la lettre que je reçois en réponse aux renseignements que j'avais demandés. L'impudent m'avait engagé lui-même à écrire à Madame de Rênal. Jamais je ne lirai une ligne de vous relative à cet homme. Je prends en horreur Paris et vous. Je vous engage à recouvrir du plus grand secret ce qui doit arriver, sa grossesse. Renoncez franchement à un homme vil et vous retrouverez un père. Donc là, c'est un chantage dont on sait comment Mathilde a déjà tranché, puisqu'elle a déjà dit à Julien qu'elle lui sera dévouée. Et donc, là, on a, par la découverte de cette lettre, on est en focalisation interne, c'est-à-dire on partage ce qu'apprend le personnage au moment où il l'apprend. On aurait très bien pu l'apprendre d'une autre façon, en suivant par exemple les émois de Mathilde, etc., etc. Où est la lettre de Madame de Rênal, dit froidement Julien. La voici. Je n'ai voulu te la montrer qu'après que tu aurais été préparé. Hop, presque du théâtre. Et là, on est réellement dans ce qu'on appelle une scène, puisque le temps de la lecture correspond au temps de déroulement de l'action. Lettre. Ce que je dois à la cause sacrée de la religion et de la morale m'oblige, monsieur, à la démarche pénible que je viens accomplir auprès de vous. Une règle, qui ne peut faillir, m'ordonne de nuire en ce moment à mon prochain, mais afin d'éviter un plus grand scandale. La douleur que j'éprouve doit être surmontée par le sentiment du devoir. Il n'est que trop vrai, monsieur, la conduite de la personne au sujet de laquelle vous me demandez toute la vérité a pu sembler inexplicable ou même honnête. On a pu croire convenable de cacher ou de déguiser une partie de la réalité. La prudence le voulait aussi bien que la religion. Mais cette conduite que vous désirez connaître a été dans le fait extrêmement condamnable. Et plus que je ne puis le dire. Pauvre et avide, c'est à l'aide de l'hypocrisie la plus consommée, et par la séduction d'une femme faible et malheureuse, que cet homme a cherché à se faire un état et à devenir quelque chose. C'est une partie de mon pénible devoir d'ajouter que je suis obligée de croire que Monsieur J. Pension, comme si on ne savait pas qu'il s'agit d'une Sorel, n'a aucun principe de religion. En conscience, je suis contrainte de penser qu'un de ses moyens pour réussir dans une maison est de chercher à séduire la femme qui a le principal crédit. Couvert par une apparence de désintéressement et par des phrases de roman, son grand et unique objet est de parvenir à disposer du maître de la maison et de sa fortune. Il laisse après lui le malheur et des regrets éternels, etc., etc. Cette lettre extrêmement longue et à demi effacée par des larmes était bien de la main de Madame de Rênal. Authenticité. Et Julien reconnut. Elle était même écrite avec plus de soin qu'à l'ordinaire. Je ne puis blâmer Monsieur de la Mole, dit Julien après l'avoir fini. Il est juste et prudent. Quel père voudrait donner sa fille chérie à un tel homme? Adieu. Julien sauta à bas du fiacre et courut à sa chaise de poste arrêtée au bord de la rue. Alors je vais quand même revenir sur la lettre. Bon, moi j'adore comme ça quand on a des documents. Et c'est un document dont il va être à nouveau question ensuite. Hein, parce que là, c'est pas la fin du roman, en réalité, ce qui est en train de se passer. Mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est on a cette lettre et on en apprendra plus et elle va changer de statut, cette lettre. Ou son statut va se complexifier, très exactement. Et donc, il va y avoir quelque chose en évolution. Et ça, c'est vraiment une des choses qui est intéressante, je trouve, quand on commence à incorporer les documents dans son propre roman ou dans son propre texte. En tout cas, ici, ce qu'on a finalement, c'est une espèce d'analyse ou de rétrospection sur la première partie du roman, alors qu'on est quand même en bonne deuxième partie, et qu'on a pu voir comment la deuxième partie reproduit à pas mal de niveaux, ou en tout cas tisse un parallèle assez net avec la première. Ça nous raconte finalement ce qui s'est passé entre Julien et Madame de Rênal, et c'est juste, il n'y a pas beaucoup de mensonges là-dedans. Notamment, on peut dire, alors les phrases de roman sont à peu près fausses,
parce qu'on a plutôt des phrases de caserne de la part de Julien Sorel, mais Mathilde, de toute façon, ces phrases de roman, ça va lui parler. Et il y a quand même eu une ambition, pas exactement de cette façon-là, mais il y a quand même eu un intérêt plus symbolique que pécunier, mais dans le fait que Julien a voulu séduire Madame de Rênal. Alors lui, ce qu'il voulait, c'était faire la conquête de Madame de Rênal pour se prouver qu'il pouvait le faire, sans se rendre compte du pouvoir que ça lui donnait, concrètement. C'est là où c'est amusant. C'est-à-dire que, oui, il avait en fait une forme de désintérêt, mais incompréhensible. Parce que c'est la vanité la vanité qui le poussait. Maintenant, il est 100% ambitieux, donc il est logique. Enfin, finalement, il en vient à rejoindre l'ambition qui lui est reprochée. Donc, il n'y a rien à dire. Et Julien lui-même, on le voit tout de suite, se met, dans sa réponse à Mathilde, à la place du marquis de la Mole, du père de Mathilde, et comprend effectivement bien ce qui s'est passé et pourquoi les choses se passent ainsi. Et donc, coup de théâtre absolu qu'il ne discute pas, qu'il constate, par une espèce d'empathie, pas avec Mathilde, pas avec Madame de Rênal, 100% avec un autre homme, le marquis de la Mole. Julien sauta à bas du fiacre et courut à sa chaise de poste arrêtée au bout de la rue. Mathilde, qu'il semblait avoir oublié, fit quelques pas pour le suivre. Mais les regards des marchands qui s'avançaient sur la porte de leur boutique et desquels elle était connue la forcèrent à rentrer précipitamment au jardin. Donc là, on a ce long moment dans la voiture où ils sont tous les deux. C'est un moment qui est compromettant pour Mathilde. Comme c'est pas expliqué, mais quand même pas loin. En fait, on n'a pas besoin de l'expliciter. C'est tellement évident pour quelqu'un du 19e siècle qu'il n'y a pas d'explicitation à faire. Il n'y en a pas besoin. Et ce qu'on va noter ici, c'est qu'on passe finalement... On a eu une forme de focalisation interne, où est-ce que j'en parlais ? Au niveau de la distribution des informations, mais on n'a aucune focalisation interne, c'est-à-dire au niveau de ce qui va être des sentiments de Julien. On n'en a aucune indication. Et là, on peut le noter, on voit ce qu'il voit, elle était même écrite avec plus de soin qu'à l'ordinaire. C'est pas Mathilde qui peut connaître l'écriture de Madame de Rênal. Ça, c'est un commentaire autant du narrateur que du personnage, un constat autant du narrateur que du personnage. Mais on a ensuite des paroles, des actions, donc je ne puis blâmer Monsieur de la Mole, des actions sauta à bas du fiacre, et ces actions ne donnent accès à rien qu'il semblait avoir oublié. Et là, en fait, la modélisation, elle est importante parce qu'on a un glissement d'une focalisation interne, au sein du même chapitre, vers une focalisation externe. Et j'ai souvenance que dans mon volume, le titre courant, alors est-ce qu'il commençait là, un peu après ou pas, était un accès de folie. Sans que ce soit interrogé. Et on se rappelle à quel point, finalement, souvent, les titres, épigraphes, etc., sont antithétiques, sont antiphrastiques chez Stendhal. Ils peuvent être là par ironie, pour dire l'inverse. On l'a vu avec la médiocrité Mirabeau. Alors que tout se place sous le sceau de l'intensité maximale du plus haut degré. Et donc, voilà, Mathilde ne peut pas le suivre en raison donc, des marchands de la rue, etc. Et boum, évacuation de Mathilde qui rentre chez elle. On retrouve bien les sphères domestiques et publiques pour hommes-femmes. Allez, ça c'est juste pour mettre le doigt où ça fait mal. Mais c'est pas parce que y en a une démonstration, c'est juste que c'est tellement présent que ça apparaît forcément dans les romans. Puisque c'est le monde du 19e. Pas seulement du 19e, mais que c'est un monde très... que c'est très 19e. Julien était parti pour Verrières. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Dans cette route rapide, il ne put écrire à Mathilde comme il en avait le projet. Sa main ne formait sur le papier que des traits illisibles. Nouveau paragraphe. Il arriva à Verrières un dimanche matin.
Il entra chez l'armurier du pays, qui l'accabla de compliments sur sa fortune nouvelle. Sur sa récente fortune, pardon. C'était la nouvelle du pays. Je reste là, on commente. Ça, c'est vraiment ça que je fais dans l'explication de texte. Ça commençait à Julien sauter à bas du fiacre. Alors là, déjà, Julien était parti pour Verrières, donc nouveau paragraphe. On va quand même noter le plus que parfait ici, qui est, on le rappelle, un temps de l'accompli, et là, c'est vraiment déjà très loin. On passe de Mathilde qui rentre dans son jardin à Julien déjà parti. Et en fait, après, on a cette mention donc, de cette route rapide, donc de ce voyage très rapide, enfin, les formules elles-mêmes sont comme condensées, qui, finalement, voilà, sont, donc ici, c'est donc aucune ressource, on voit bien, le père, il ne sera pas possible de convaincre le père, c'est le constat qui a été fait, donc on voit qu'il va à Verrières, évidemment, c'est le lieu de la première partie, donc la boucle est bouclée. Elle avait l'air déjà bouclée, elle commence à l'être vraiment. Et qu'est-ce qu'on va boucler? Un joli nœud coulant autour du cou de Julien Sorel. Non, c'est pas vrai. Il sera guillotiné. Boum, les spoilers. On y va? Et c'est un peu ça, hein, les images qui vont revenir. Et là où on a l'impression que c'est fini, boum, ça l'est pas. Et ça, en fait, de jouer avec ses attentes par rapport à des structures romanesques assez attendues et classiques, c'est très Stendhal. Et c'est vraiment pour se foutre de la gueule de tout le monde et pour susciter d'autant plus de plaisir et de surprise dans la lecture. Donc, Julien était parti pour Verrières. Ça va être tellement vite qu'il manque des étapes, en fait, concrètement. Dans cette route rapide, boum, là aussi une formule qui va encore marquer la rapidité. Il ne put écrire, boum, le passé simple ici, a un aspect global, mais qui est quand même révolu, hein. Parce qu'ici, avec l'auxiliaire, on a aussi quelque chose donc, et d'un aspect global, et en plus le fait d'avoir une construction auxiliaire plus infinitif. Il ne put écrire à Mathilde comme il en avait le projet. Alors là, on a un rapide moment, finalement, de focalisation interne, puisque, au moins au passé, on le voit avec l'imparfait, il en avait le projet, mais il n'a pas pu le faire. Il ne put lui écrire, et ça, en fait, on va le savoir par quelque chose qui va être tout aussi extérieur et très emblématique. Sa main, boum, métonymie. On parle pas de lui, on parle pas de son âme, on parle pas de ses sentiments, on parle de son corps. Sa main ne formait sur le papier que des traits illisibles. Là, les étudiants, c'était « Ah oui, parce qu'il est trop émotif, machin, etc. » Très certainement. Et de me dire quelles étaient les émotions de Julien. Eh bien, elles ne sont pas dites. Et c'est ça qui est intéressant. Il forme sur le papier des traits illisibles. On se rappelle qu'il écrivait dans Le vol de l'aigle, le chapitre de la première partie, des extraits, on suppose, de romans, qu'il brûle. On n'a jamais accès à ce qu'écrit Julien. Julien, en fait, c'est un peu comme dans Mulholland Drive, comme ce personnage d'actrice dans Mulholland Drive, cette figure qui aurait dû être l'écrivain, l'auteur, etc., et qui peut pas. Jamais et à aucun moment. Et qui n'est jamais maître de son destin, et qui se prend vraiment son destin dans la tronche. Alors qu'il se prend son destin, mais aussi ses propres actions. Mais on a vu comment finalement Julien il est très déterminé par son caractère un peu particulier, sa famille, l'époque qui est quand même très cruelle, à ce genre d'action. Donc faut-il lui en vouloir? Bah oui, bien sûr, ça reste pas bien. Mais voilà, c'est là pour complexifier, amener une empathie vers le personnage de Julien, une empathie qui est aussi elle-même qui est complexe, puisque Julien est en même temps un personnage immoral. Donc ça doit aussi repousser. Et on voit comment finalement les traits invisibles, j'ai presque envie de dire les hiéroglyphes, l'illisible, on est vraiment en période égyptienne, alors les hiéroglyphes je crois que c'est quand même plutôt qu'on les a déchiffrés, mais il y a quelque chose qui est illisible dans ce qu'écrit Julien devenant lui-même illisible par le jeu de la focalisation externe. Il arriva à Verrières un dimanche matin. Ça va tellement vite qu'on ne nous décrit pas le trajet, c'est pas ça dont il s'agit. Là, on n'est plus dans le voyage. Ici, on est 100% dans l'arrivée. Et il va arriver un dimanche matin. Romanesque absolu, on en oublie le réalisme. Il entra chez l'armurier du pays. Vous en connaissez beaucoup, vous, des armuriers ouverts le dimanche matin? Tenez-moi au courant, ça m'intéresse surtout s'il y a des soldes.
s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est que ce soit rapide. Mais ça montre quelque chose de cette rapidité. Et voilà. C'est pas le réalisme, le souci de Stendhal, c'est autre chose. Qui l'accabla de compliments sur sa récente fortune, bah ça c'est normal, hein, il espère avoir un pourboire, un machin, etc. C'était la nouvelle du pays, et c'est d'autant plus cruel pour Julien, puisque cette nouvelle fortune, il vient de la perdre. Et donc le pays ici, c'est la région, c'est une façon, voilà, il revient, donc tout le monde le sait, et donc Julien voit ici que tout le monde sait qu'il doit épouser Mathilde de la Mole, machin, etc., toute cette fortune qui est arrivée, et en fait, personne ne sait encore que tout est tombé à l'eau. Mais tout ça, c'est pas explicité. Ce qui est intéressant, c'est qu'il accabla de compliments. Alors, c'est plutôt oxymorique, mais les compliments, c'est vraiment le truc du commerçant qui en fait des caisses, quoi. Julien a beaucoup de peine à lui faire comprendre qu'il voulait une paire de pistolets. L'armurier, sur sa demande, chargea les pistolets. Alors là, on a quand même une espèce d'accélération. Alors après l'espèce de mention un peu comique, là, un peu ridicule du truc commerçant, on a quelque chose qui va augmenter, et qui augmente avec qui entre de plein pied dans la dramatisation complètement théâtrale, à savoir l'arrivée chez un armurier, mais qui se procure une paire de pistolets. On se rappelle qu'il était bon aux armes, et ça nous a été rappelé au début du chapitre. Là, on est complètement dans ce qu'on appelle un fusil de Tchekhov, sauf qu'en fait, ça va super vite, on va même pas avoir le temps d'attendre. À savoir que de voir le fusil nous amène à penser qu'à un moment, il y a quelqu'un qui va bien décrocher le fusil pour tirer avec. Bon, il va acheter des pistolets. On sent quand même que cette histoire sent pas très pacifique. Et donc, on voit ici une autre difficulté, les traits étaient lisibles, il a du mal à faire comprendre ce qu'il veut, et donc il ne cherche pas les pistolets, et ça n'est pas explicité. On va remarquer comment les phrases ne sont pas reliées par des liens logiques, sont elles-mêmes assez courtes, assez simples. Grammaticalement, ce sont des phrases simples, avec un seul verbe conjugué à chaque fois, et donc beaucoup de discours narrativisés, c'est-à-dire de résumer des paroles. Parce que c'est pas important, donc on va plus vite, on les saute. Mais le fait que ce soit pas important, on nous donne en info importante l'armurier, le machin et les étapes, il faut entendre le tic-tac. Voilà. C'est l'effet compte à rebours, c'est ça la dramatisation. Et donc là on se dit, oh mon dieu, oh qu'est-ce qui va se passer, oh là là. Et puis comme vous allez avoir en ironie tragique, c'est-à-dire quand vous en savez plus par exemple que le personnage sur scène, ce qui n'est pas exactement le cas, et c'est le moment où vous avez envie de dire, oh Roquignol, attention le gendarme. Les 3 coups sonnés. C'est un signal bien connu dans les villages de France, et qui, après les diverses sonneries de la matinée, annonce le commencement immédiat de la messe. Les 3 coups, c'est plutôt un truc de théâtre. Théâtralisation, dramatisation, avec une espèce de description qui ici a un effet de dilatation du temps. Ça, c'est le moment où tout le monde attend et la tension augmente. L'espèce de calme avant la tempête. Commencement de la messe, on se rappelle, on était dimanche, tout est raccord, sauf que le feu et l'armurier sont ouverts, bien sûr, mais on a quelque chose qui va se passer, on a eu un lieu, là maintenant on a une temporalité, Julien entra dans l'église de Neuve de Verrières, et maintenant on a vraiment le lieu, précisément. Cette église, on l'a déjà vue, il me semble que c'est dans le chapitre 4 de la première partie que Julien entre dans cette église Neuve de Verrières, et en fait toute cette scène peut être lue comme une scène d'annonce de celle qui se déroule maintenant sur 2 paragraphes. Et des effets d'annonce, il y en a beaucoup, avec des effets quand même assez ironiques. Bon, ça, faudra quand même le revoir un peu en détail. Mais là, je pense que la plupart des lecteurs ou des lectrices n'y pensent pas quand on analyse le texte. Il faut le rappeler qu'il y a eu cet effet d'annonce, et donc peut-être parfois d'attente, probablement aussi d'oubli, mais quelque chose qui va être ici particulièrement fort, parce que solennel, c'est la messe, mais aussi attendu dans le roman. Il voit notamment des rideaux cramoisis, ça fait des reflets rouge sang sur le sol, etc. Vous voyez là, grosse ambiance. Et on se rappelle juste avant le signal bien connu, celui de la messe. Bon, signal, on sent que ça bouge. Toutes les fenêtres hautes de l'édifice étaient voilées avec des rideaux cramoisis. On se rappelle, le cramoisi, donc, que je viens de mentionner. Julien se trouva à quelques pas derrière le banc de Madame de Rênal. On parle de son banc,
Madame de Rênal, évidemment qu'elle y est. Mais on arrive par la métonymie. Et on voit comment on avait, là, comment on a des passés simples qui vont permettre d'énumérer des actions rapides. C'est ça les fonctions du passé simple. Il lui sembla, et ça c'est de la focalisation interne, à lui donc, qu'elle priait avec ferveur. On ne le sait donc pas exactement, en tout cas c'est a priori son attitude, ou de moins ce qu'il peut percevoir de son attitude. La vue de cette femme qui l'avait tant aimé lui, pas que lui avait tant aimé, mais que elle avait tant aimé lui. Et ça, on sent la symétrie terrible. Et là, tout Julien est là-dedans d'une certaine façon, fit trembler le bras de Julien d'une telle façon qu'il ne put d'abord exécuter son dessein. Donc ça, c'est de la focalisation interne, mais très réduite. Parce qu'on va avoir donc la mention d'un sens, mais pas des sentiments, ni de ce que provoque cette vue. A priori, il y a le souvenir, mais la périphrase, est-ce qu'elle est due au personnage ou au narrateur, cette femme qu'il avait tant aimée? Ni donc de sentiments dans les conséquences. On a le tremblement du bras, mais quelles en sont les causes émotionnelles, psychiques? Ça n'est pas explicité. Et ça, moi, je crois que c'est très très précis, on va y revenir. Le bras de Julien d'une telle façon qu'il ne put d'abord exécuter son dessein. Nouvelle focalisation externe, il ne peut pas. On se rappelle qu'il n'avait pas pu écrire, il y avait déjà eu un premier projet, on en a donc un deuxième, et ce projet n'est pas explicité. Donc on a bien la mention de quelque chose de l'ordre d'une focalisation interne, mais qui se dérobe au public, au lecteur, à la lectrice. Je ne le puis, se disait-il à lui-même. Physiquement, je ne le puis. Et donc là, on va avoir bien une focalisation interne avec un discours intérieur. Je ne le puis, on peut se dire que c'est émotionnel. Physiquement, je ne le puis, ça ne l'est plus. Jusque même chez Julien. En fait, peut-être que cette étanchéité du personnage, c'est lié au fait que le personnage ne ressent rien. Et donc, il n'y aurait rien à transmettre. Ou peut-être pas. Moi, je ne vais pas tellement trancher. Et pourquoi le fait-il ? Quel est le raisonnement qui l'amène à décider de cela ? Eh bien, ce raisonnement n'est pas explicité. En ce moment, on dirait plutôt à ce moment aujourd'hui, le jeune clerc qui servait la messe sonna pour l'élévation en italique. Madame de Rênal, donc hop, ça s'élève, hein, c'est le moment de la transsubstantiation. Et donc en fait de la spiritualisation de la matière. Mais ça, Julien, il n'en est pas capable. Et puis, on est un peu chez les athées, hein, même si c'est à l'église. À l'église, on va se rappeler, hein, c'est aussi déjà le lieu de la messe, le grand moment théâtral, et l'élévation, c'est le moment, c'est le summum de la messe. Donc on est vraiment en dramatisation absolue dans la synchronicité des différentes actions. Et donc, hop, élévation, Madame de Rênal baissa la tête. Et donc là, hop, c'est logique, parce qu'on n'est pas censé voir. Je vous rappelle, on a un antique en deux, hein, donc messe en latin et dos au public. Et donc on a, hop, un double mouvement qui lui aussi va souligner l'intensité de toute cette scène. Baissa la tête qui, un instant, se trouva entièrement cachée par les plis de son châle. Bien sûr qu'on n'est pas tête nue à l'église en 1830. Donc elle baisse la tête et ça, ça la cache. Julien ne la reconnaissait plus aussi bien. C'est focalisation interne, encore sur les perceptions. Et là, on va avoir une phrase incroyable. Julien ne la reconnaissait plus aussi bien, point virgule. Il tira sur elle un coup de pistolet et la manqua, point virgule. Il tira un second coup, elle tomba. Donc, ici, tout est fait pour que l'on tire un rapport de cause à effet, d'un bout à l'autre, mais ce rapport de cause à effet n'est pas explicité. Et oui, on le voit, et oui, tout est fait pour le suggérer, mais d'abord, le fait qu'on soit dans des structures d'asyndète, donc A-S-Y-N-D-E-T-E, la polysyndète, c'est quand on a plein de liaisons, et la syndète, c'est quand on n'en a pas. Ça va amener dramatisation, c'est de plus en plus fort, justement ici par le moins.
Et par le fait que finalement ça va encore plus vite. Et surtout, ça va amener c'est le lecteur qui fait ce boulot-là, et donc le lecteur est très impliqué par le manque dans le texte. Ça va amener les lecteurs à se projeter. Alors, est-ce que Stendhal avait une idée de l'état émotionnel de Julien Sorel à ce moment-là? Oui, je pense que oui. Mais moi, ce que je trouve sympa, c'est que finalement, c'est pas, c'est justement pas très 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 précis, et que ça va amener ces implications. Et moi, je trouve que cette complexité sur la projection, elle me semble beaucoup beaucoup plus intéressante dans le texte. Alors, on reprend, parce que c'est vraiment très très bien. Julien ne la reconnaissait plus aussi bien. Donc là, on a une espèce de scène à l'imparfait, point-virgule. Les points-virgules, ça permet de séparer des propositions indépendantes. Et ça, sans avoir d'autres liens logiques, globalement, en fait, là, le lien, il est temporel. Une chose puis l'autre. Et donc, on est parfaitement dans les usages des passés simples ensuite, mais on commence par un imparfait, ce qui va légèrement étirer. Il tira sur elle un coup de pistolet et la manqua. Ici, on a deux verbes, mais une phrase qui est extrêmement simple, avec deux passés, etc. Justement simple aussi. Mais ça va donner un effet, en fait, d'avoir trois temps. Donc, soit on peut considérer qu'on a deux points-virgules et trois moments, soit on peut même, après l'imparfait, on a cette espèce plutôt d'amplification, un coup de pistolet et la manqua, qui va entrer en parallèle avec un second coup, virgule, elle tomba. Et donc, il tira un second coup, second n'étant pas suivi d'un troisième, on s'en rappelle, qui annonce très très 100% justement qu'il n'y a pas de 3, et surtout, si je puis dire, on a une répétition de verbes extrêmement simples, on le voit. Deux petits, juste de tout petits, de toutes petites syllabes, j'y arrive, je commence à fatiguer. Tira, tomba, c'est tira, tira, tomba, on répète, on peut pas faire plus prosaïque. Oui, mais c'est parce que c'est très prosaïque et très simple que ça peut faire un grand effet. Il tira un second coup, virgule, elle tomba. Et là, on va avoir très littéralement ce qu'on appelle un effet de chute. C'est-à-dire qu'on a, sur toute cette phrase, on a un effet d'accélération qui apparaît déjà par les volumes décroissants des groupes, des différents groupes, des différentes propositions. La dernière proposition étant la plus courte, puisqu'on n'a que 4 syllabes. Elle tomba. Et souvent, elle tomba en 3. Donc, le fait que ce soit de plus en plus petit va donner un effet de plus en plus, va provoquer un effet de plus en plus percutant. C'est logique pour un coup de feu. C'est pas un hasard, si tout correspond comme ça. Et avec un effet de cause à effet entre la première et la deuxième proposition, complètement interprété du côté du lecteur, de la lectrice, puisqu'il n'y a pas de sens logique, on peut avoir l'impression que tout est extérieur et on voit tout comme dissocié. Et donc l'espèce de froideur peut donner l'impression que Julien lui-même est très froid, ou moi, ce qui m'intéresse, c'est comment le personnage est très hermétique, très étanche. Et donc, elle tomba, et effet de chute évident, très peu de syllabes, surprise, mais on est quand même de moins en moins surprise à ce moment-là du texte. En tout cas, ce qu'on ne sait pas, c'est dans quel état est Madame de Rênal, et on va mettre vachement de temps à le savoir. Et ça, c'est vraiment important et intéressant pour la suite du texte. Quelques remarques sur moi, pourquoi j'aime autant ça. On a quelque chose vraiment de l'ordre d'une construction virile et notamment froide qui justifie complètement ce qui est un féminicide ou une tentative de féminicide ici dans le texte. Ça va avec la construction virile du personnage. Il colle très très bien au schéma.
Et en même temps, quand bien même il colle au schéma, je trouve qu'il est extrêmement intéressant de voir comment finalement Stendhal, ce schéma, il n'y a pas une volonté là, a priori de Stendhal, mais de toute façon on se rappelle les intentions des auteurs, on s'en fout un peu. C'est logique que le texte transpire la misogynie de son siècle, voire de son auteur, et surtout déjà de son siècle. Puis Stendhal, c'est quand même compliqué comme figure sur tout ça. Mais moi, c'est vraiment cette complexité qui m'intéresse le plus. Parce que, est-ce que finalement, et en fait c'est une question qu'on peut aussi se poser dans le monde réel, est-ce qu'on a besoin d'entrer dans la tête des hommes pour savoir pourquoi ils dézinguent des bonnes femmes ? Est-ce que finalement, quand on essaie de vraiment savoir pourquoi un homme tue une femme, ou tente de tuer une femme, c'est pareil finalement, au niveau des motifs, est-ce qu'on est réellement en train de... Est-ce qu'on n'est pas réellement en train de travailler une empathie pour lui ? Ce que Kateman appelle l'empathie, c'est-à-dire une empathie qui va, de façon quand même assez injuste, vers les hommes, plutôt que, par exemple, les victimes de violences sexuelles, sexistes, etc. Et moi, je crois que même quand on retrouve la grille féminicidaire sur Julien Sorel, on est en train, même si c'est pour l'accabler, de donner plus de place à Julien qu'il n'en mérite. Et peut-être que elle est aussi là, la leçon de Stendhal, même si je ne pense pas que ce soit une intention de Stendhal, on est bien d'accord. Mais finalement, c'est dans la complexité, dans la multi-interprétation possible, mais aussi dans le fait de ne pas s'en préoccuper, que les choses sont peut-être aussi particulièrement incisives. Et peut-être c'est cette froideur et cette absence d'émotion qui ne doit donc pas susciter notre empathie, qu'il faut peut-être prendre un peu en considération. Et je vous dis à bientôt.